Bonjour, je m'appelle Omari. Je suis rentré chez moi de ma dernière mission. Pas de métaux, pas de bannière, juste impatient de serrer mon fils dans mes bras, mais à la place, je suis entré dans un hôpital. Des machines bipant et lui inconscient, accroché à un fil. Ma femme n'était pas à ses côtés. Elle souriait sur un yacht, un verre de champagne à la main, riant pendant que notre garçon se battait pour vivre. Alors, j'ai fait ce que n'importe quel soldat ferait. J'ai tout figé. Dans l'heure qui a suivi, ces cris n'étaient pas des cris à l'aide. C'étaient des cris pour de l'argent. Mais cette histoire, elle ne parle pas seulement de trahison. Il s'agit de ce qui se passe quand un père arrête de se taire. Et quand je dis que tout a changé, je veux dire tout. Restez avec moi car ce que vous allez entendre n'est pas seulement ma guerre. Ce pourrait être la vôtre aussi. Je n'avais pas touché le sol américain depuis plus de 9 mois. Alors que le taxi descendait notre rue à Norfolk, le soleil du matin se déversait sur les trottoirs, illuminant les cerisiers en fleurs comme du feu rose. Je me suis assise à l'arrière, un sac de sport entre les genoux, serrant une vieille photo qui avait été pliée et dépliée tant de fois que les bords s'enroulaient comme des feuilles. Moi et Marcus, tout juste sortis du ventre, lui rouge et gigotant, moi souriant si fort que ma mâchoire me faisait mal rien qu'à y penser. Je n'avais dit à personne que je rentrais plus tôt, ni à Selena, ni à Marcus. Après 30 ans dans la marine, j'ai estimé avoir gagné le droit de surprendre ma propre famille. Le taxi s'est arrêté devant notre maison. Pas le plus grand endroit du quartier, mais solide. Bardage blanc, petit Porsche, mât de drapeau toujours de travers depuis la tempête il y a 3 ans. J'ai payé le chauffeur, hoché la tête d'un merci silencieux, et je suis sorti. C'est là que ça m'a frappé. Le printemps, l'air sentait la terre mouillée et les vieilles magnolias. Un oiseau chantait quelque part en haut. Je suis resté là 1 seconde, juste en train de respirer, la main sur le loquet de la grille. J'imaginais Marcus sortir en trombe par la porte d'entrée comme il le faisait, criant « Papa !» comme si j'étais rentré de la guerre avec la lune dans les mains. Je voyais Zelena dans mon esprit, les cheveux bouclés, ce tablier rouge qu'elle portait toujours quand elle faisait du pain de maïs. Elle levait les yeux de la cuisinière, les lèvres pincées, faisant semblant de ne pas pleurer. J'ai ouvert la grille. Elle grinçait de la même manière qu'elle l'avait toujours fait. Mais en remontant le chemin, une tension grandissait dans ma poitrine. Pas de ballon, pas de pancarte de bienvenue comme la dernière fois. Juste un jardin à moitié entretenu, une balançoire de Porsche immobile et silencieuse. J'ai tourné le bouton de la porte, déverrouillé. « Bonjour », ma voix résonnait trop loin, comme si elle n'y appartenait pas. L'air à l'intérieur était épais, comme si la maison avait été fermée pendant des jours. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, traçant des lignes nettes sur le parquet. Une paire de chaussons de Zelena était jetée près du canapé. Une veste, celle de Marcus, je crois, était drapée sur une chaise. Mais il n'y avait aucun mouvement, aucune musique, aucune voix. J'ai posé mon sac doucement et je me suis dirigé vers la cuisine. Assiette empilée dans l'évier, une poêle encore grasse sur la cuisinière. Une boîte de céréales vide était posée sur le comptoir, à côté d'une bouteille de vin rouge non ouverte. Quelque chose n'allait pas. Pas désordonné, mais sans vie. Zelina, ai-je appelé. Marcus. Silence. Puis j'ai remarqué sur la table de la cuisine, à côté d'une tasse de café à moitié bu, une enveloppe blanche déchirée, le seau de Cantara Général toujours intact. Je l'ai ramassé, mon souffle s'est coupé. L'entête disait « Unité de soins intensifs, confirmation d'admission ».
Mes yeux ont sauté sur le nom de Marcus D. Follner, 24 ans. Diagnostic, TCC, insuffisance respiratoire. Je me suis figé. Mon pouce tremblait alors qu'il planait au-dessus de la date de jeudi dernier. Personne ne m'a appelé. Pas Elina, pas ses amis, pas une seule âme. J'ai regardé à nouveau la tasse de café. Encore tiède. Je ne pouvais pas le dire. Mes pensées allaient plus vite que mon corps ne pouvait suivre. J'ai attrapé mon sac et j'ai couru. Je ne me souviens pas avoir attrapé mes clés. Je ne me souviens pas avoir quitté l'allée en marche arrière. Juste le bruit des pneus crissant et l'image de cette enveloppe me brûlant derrière les yeux. L'hôpital n'était qu'à 15 minutes, mais chaque feu rouge me donnait un coup de poing. Je me suis rongé l'intérieur de la joue jusqu'au sang, juste pour ne pas crier. Je me suis garé dans la baie des urgences et j'ai laissé la voiture sur le trottoir. « Où est mon fils ?» ai-je aboyé dès que j'ai atteint la réception. Une infirmière a levé les yeux, surprise. « Non ?» a-t-elle demandé. « Marcus Follner. Je suis son père. » La femme a hésité, tapant quelque chose dans son ordinateur. Puis ses yeux ont jeté un regard vers moi, juste une seconde, et se sont adoucis. « Attendez ici », a-t-elle dit. Un instant. Je n'ai pas attendu. Je l'ai suivi à travers les doubles portes, passé les baies à rideaux et les moniteurs bipant jusqu'à ce que nous tournions un coin et entrions dans l'unité de soins intensifs. Le couloir sentait l'eau de Javel et le chagrin. Elle a pointé une porte. À l'intérieur de la pièce, des machines silencieuses bourdonnaient. Je suis entré. « Le voilà, mon garçon !» Marcus était là, pâle aussi, toujours aussi pâle. Sa poitrine ne se soulevait que parce qu'une machine le lui disait. Des tubes serpentent hors de ses bras, de son nez, de sa bouche. Un moniteur clignotait avec des chiffres que je ne comprenais pas. J'ai titubé en avant, mes genoux ont failli céder. Jésus, mon fils. Sa peau, autrefois de la couleur du cuivre chaud, était maintenant pâle, teintée de bleu. Ses doigts se sont contractés. Ou peut-être que je l'ai imaginé. J'ai tendu la main vers la sienne. Elle était froide, et pourtant j'ai serré comme si je pouvais le réchauffer jusqu'à la vie. Un sanglot a grimpé dans ma gorge, mais je l'ai avalé. « Où est sa mère ?» ai-je finalement demandé, à peine plus qu'un murmure. Ma voix s'est cassée. Personne n'a répondu. L'infirmière ne m'a pas répondu. Elle s'était déjà éloignée, probablement trop gentille ou trop effrayée pour dire la vérité à voix haute. Alors, je suis resté là. Mon fils gisait entre la respiration et l'immobilité, et je suis resté là comme un vieil homme perdu avec de la terre sur ses bottes et trop de sel dans sa barbe. Je voulais crier, voulais le supplier de se réveiller, de débrancher les machines des murs et de crier à Dieu ou à quelqu'un d'expliquer ce qui s'était passé, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai embrassé le dos de la main de Marcus, rapproché la couverture autour de ses jambes, et je suis sorti. Mes jambes bougeaient toutes seules, comme la mémoire musculaire de la marine, un pied devant l'autre. La mission d'abord, la douleur plus tard. Le couloir était silencieux, sauf pour le bip robotique lent des machines qui maintenaient des étrangers en vie. Mon propre rythme cardiaque semblait désynchronisé, comme si je marchais dans le brouillard. Je me suis retrouvé dans la salle d'attente. Des chaises bleues, des distributeurs automatiques, bourdonnant comme s'ils avaient des secrets. Je me suis assis, les mains serrées entre les genoux. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Contact d'urgence. Chaque marin en avait un. Il en allait de même pour chaque civil. Je me suis levé et je suis allé directement à la réception des infirmières. J'ai besoin de voir l'historique du contact d'urgence de mon fils,
ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. C'était un ton de commandement en acier, le même que j'utilisais sur les ponts et dans les tempêtes. Elle m'a regardé un instant de trop, puis a tapé quelques touches. « Zelena Fallner », a-t-elle dit doucement, en tournant l'écran. « Épouse », notifié à l'admission. Mes oreilles ont bourdonné. Elle savait. J'ai demandé. L'infirmière a hoché la tête. Elle a signé l'admission. Jeudi soir. Je l'ai regardée, mais mes yeux ne la voyaient plus. Juste de la statique blanche. J'ai sorti mon téléphone. Appel 1, Zelina. Pas de réponse. Appel 2, Zelina. Toujours rien. Appel 3, Zelina. Directement à la messagerie vocale. J'ai essayé de texter. Où es-tu? Marcus est aux soins intensifs. Il pourrait ne pas survivre. J'ai besoin que tu sois là. Pas de point, pas de réponse. Je me suis penché en arrière sur la chaise. Mes mains tremblaient, mais mon estomac restait glacial. Par habitude, plus que par quoi que ce soit, j'ai ouvert le navigateur de mon téléphone. J'ai parcouru les actualités. J'ai cliqué sur Facebook. Et là, elle était. Zelina, une histoire taguée de quelqu'un nommé Tiara Bell Styles. Musique forte, soleil éclatant. Un yacht blanc se balançant au large de la marina de Virginia Beach, entouré de sourires chers et de verres à champagne qui s'entrechoquent. Et au centre de tout cela, ma femme. Elle portait une robe rouge à col licou, la même que je lui avais achetée pour notre anniversaire il y a 5 ans. Cheveux bouclés, verres levés. Ce rire que je n'avais pas entendu depuis des mois, jeté comme des confettis dans la brise marine. La légende en dessous a fait flouter ma vision. Enfin libre à nouveau. Libre. Libre de quoi? De son fils. De moi. J'ai continué à regarder. Mon pouce a fait glisser vers le clip vidéo suivant. La voilà, Zelina encore, mais cette fois, pas seule. Un homme, peut-être 30 ans, peut-être moins, se tenait derrière elle, les bras autour de sa taille. Ses lèvres effleurèrent dans son cou. Elle n'a pas bronché. Elle s'est penchée vers lui, souriant comme si elle avait trouvé le salut. J'ai regardé cet écran jusqu'à ce que mon pouce devienne engourdi. Plus de questions, plus de chocs. Je me suis levé et je suis sorti de l'hôpital sans un mot. La chaleur dehors m'a ramené à la vie. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti comme si je savais exactement où j'allais. Parce que je le savais. Marina de Virginia Beach. Le trafic était léger. Ça devait être la fin d'après-midi. Le soleil pendait plus bas maintenant, projetant des traînées dorées sur la route, comme si quelqu'un avait renversé du miel dans le ciel. Mes mains serraient le volant si fort que je pouvais sentir mon pouls dans mes doigts. 15 minutes plus tard, je faisais le tour du parking de la marina. J'ai scanné l'eau, mes yeux plus aiguisés que jamais. On ne passe pas 3 décennies à suivre des cibles en pleine mer sans apprendre à trouver sa cible. Là, cale numéro 47. Le même yacht que dans la vidéo. Sea Glass 3. Une musique forte en pulsait comme un battement de cœur sans conscience. Des rires résonnèrent sur l'eau. Des verres s'entrechoquaient. Une femme poussait des cris de joie. Je me suis garé assez loin pour rester caché. Puis je suis sorti et j'ai marché sur le quai. Mes bottes faisaient des bruits sourds sur le bois. Et là, elle était, Zelena, pieds de nu maintenant, dansant, sa robe rouge se balançant. Cet homme, son nouveau prix, la tenait par derrière. Il ressemblait à une couverture de magazine à laquelle je ne me suis jamais abonné. Je suis resté dans l'ombre derrière un mât, le cœur battant, respirant lentement, pas par jalousie, ni même par douleur, juste par clarté. J'ai vu son rire,
La même femme qui avait autrefois pleuré sur un quai de la marine il y a 25 ans quand je suis parti pour la première fois, a dit qu'elle m'attendrait, a dit qu'elle n'aimerait jamais un autre homme. Et maintenant, la voilà. Pendant que notre fils se battait pour respirer, elle dansait. Je n'ai pas pris d'assaut le bateau, je n'ai pas crié, je n'ai pas lancé de coups de poing ni fait de scène. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application financière commune que nous partagions depuis l'année où Marcus est né. L'écran s'est allumé. J'ai fait défiler les comptes chèques, les cartes de crédit, le compte d'épargne que Zelena pensait que je ne surveillais jamais. J'ai cliqué sur arrêter, puis sur un autre, puis sur un autre, jusqu'à ce que tout, chaque carte, chaque compte, chaque petit bout de confort avec lequel elle dansait devienne poussière sous mon pouce. Et quand j'ai eu terminé, je me suis chuchoté. Tu n'auras plus jamais à te battre seul. C'était quelque chose que j'avais l'habitude de dire à Marcus quand il se faisait harceler au collège. Quand il rentrait en pleurant une fois, disant que les enfants riaient de ses lunettes, je m'asseyais à côté de lui sur le porche et je le lui chuchotais comme un vœu. Maintenant, je l'ai redit. Pas seulement pour Marcus, mais pour moi, pour l'homme qui est rentré tôt de la mer, s'attendant à une famille, et qui a trouvé une fête à la place. 1 heure plus tard, sa voix a traversé la marina comme une sirène. « Oh Marie, qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste laissé le vent porter sa panique vers moi. Le même vent qui portait autrefois ses promesses. Exactement 1 heure plus tard, sa voix a traversé la marina comme une sirène, criant mon nom sur le quai comme une femme qui venait de réaliser que le sol sous ses pieds avait disparu. « Oh Marie. Je n'ai pas répondu. Je m'étais éloigné du quai après avoir gelé tous les comptes conjoints que nous avions jamais partagés. Et maintenant, je me tenais près du parking, les bras croisés, regardant à distance alors qu'elle descendait en courant pieds nus de ce yacht comme un nuage d'orage, sous forme humaine. Sa robe rouge collait à ses jambes, tordue et mouillée par l'eau de mer ou la sueur. Je ne pouvais pas le dire. Son mascara avait fondu en fines lignes sous ses yeux, rendant son visage déformé, méconnaissable par rapport à la femme que j'aimais autrefois. Elle a chargé sur le quai comme si cela lui devait de l'argent. « Tu as tout gelé ?» a-t-elle crié, me poussant son téléphone au visage. « Pourquoi diable ma carte a-t-elle été refusée au bar ?»« Hein ?» Ensuite, celle de secours. Puis le propriétaire a reçu un appel. « Qu'as-tu fait ?» Je n'ai pas bronché. Je suis resté là, silencieux, immobile comme un mur. « Tu trouves ça mignon ?» a-t-elle claqué, sa voix craquant au bord. « Tu as disparu, oh Marie. Pendant des mois, tu m'as laissé seul. Tu es parti jouer aux soldats pendant que je devais tenir toute cette maison. » Elle a craché les mots comme du venin, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit 6 mots qui ont tranché son bruit comme une lame. Notre fils est aux soins intensifs. Silence. Pour la première fois de la nuit, son souffle s'est coupé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elles voulaient parler, mais les mots se sont simplement bloqués. J'ai vu la peur clignoter derrière ses cils. Juste une seconde. Puis la panique s'est transformée en autre chose. Je ne savais pas, a-t-elle bégayé. Tu ne m'as pas dit que c'était si grave. J'avais besoin d'une pause. Je ne savais pas. Tu étais le contact d'urgence, ai-je dit doucement. L'hôpital t'a appelé jeudi soir. Tu as signé l'admission. Tu savais. Ses yeux ont esquivé. Je me suis rapproché, non pas pour la menacer, mais pour qu'elle m'entende pleinement. Je n'étais même pas sur le dossier. Ils ont dû demander mon identité.
Et pendant que je regardais mon fils perdre conscience, tu étais là dehors à danser sur le bateau de quelqu'un d'autre. Sa bouche bougeait comme si elle avait d'autres mensonges prêts, mais ils se sont bloqués dans sa gorge. Elle a essayé de faire la comédie à nouveau, peut-être en espérant que je tombe encore dans le panneau. « Omari !» a-t-elle dit, la voix soudainement douce, suppliante. « Shai, nous sommes déconnectés depuis longtemps. Tu as été tellement absent. Tu ne sais pas ce que ça a été d'essayer de survivre pendant que tu sauves le monde. » Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas montré du doigt. J'ai juste posé la vérité. Tous les comptes conjoints sont gelés. Le compte de la maison, les cartes de crédit, le portefeuille d'investissement partagé, tout est verrouillé. J'ai révoqué votre procuration cet après-midi. L'hôpital l'a endossié. L'autorité médicale de Marcus est sous ma responsabilité maintenant. Elle est devenue pâle, et pas de cette pâleur qui vient de la culpabilité. C'est le genre de pâleur qui vient quand un parasite réalise que l'hôte est parti. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle murmuré presque pour elle-même. Je l'ai déjà fait. Tu ruines tout, a-t-elle crié. As-tu la moindre idée de ce que cela implique? Veux-tu détruire toute notre vie pour une seule erreur? Je l'ai regardé longuement et lentement, puis j'ai répondu « Non, je restaure ce que tu as essayé de détruire. » Cela a dû la briser. Son corps tremblait, pas de froid, mais de l'effondrement du contrôle. Elle s'est approchée de moi, désespérée maintenant, creusant profondément pour trouver ce qui fonctionnait encore sur moi. « Je t'ai aimé » a-t-elle dit soudainement, la voix tremblante. « Tu penses quoi que c'est une question d'argent? Je t'ai attendu, Omari. Tu penses être le seul à avoir sacrifié? » J'ai hoché la tête lentement. « Tu recevras ce que tu as gagné. Pour l'instant, c'est rien. » Elle a haleté comme si je l'avais frappée, mais il n'y avait pas de point dans mes mots, juste le genre de justice tranquille qui n'a pas besoin d'être bruyante pour résonner à jamais. Je suis passé devant elle. Les lumières du quai scintillaient au-dessus de nous, projetant de longues ombres sur les planches mouillées. Je ne me suis pas retourné en atteignant la voiture. Je suis juste monté, j'ai fermé la porte et j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, je l'ai vu debout au milieu du parking, les bras pendants, la robe flottant au vent, criant toujours après un homme qui n'était plus le sien. Le trajet de retour à l'hôpital a été silencieux. Les lampadaires passaient au-dessus, comme des secondes qui s'égrènent sur une vie qui nous appartenait autrefois à tous les deux. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'avais pas besoin de bruit. Tout ce à quoi je pouvais penser était Marcus, allongé immobile sous une mer de fils et de moniteurs. Quand je me suis garé dans le parking de l'hôpital et que j'ai franchi à nouveau les portes, quelque chose en moi a changé. Je n'étais plus l'homme qui était sorti quelques heures plus tôt, brisé et incertain. J'étais un père qui rentrait à la maison. J'ai poussé la porte de l'unité de soins intensifs et le voilà, mon fils. Même position, même rythme de bips. Mais étrangement, le silence ne me semblait plus si creux. J'ai enlevé ma veste et j'ai tiré une chaise à côté de lui. Ma main a trouvé la sienne et je l'ai tenue comme je le faisais quand il avait 6 ans et qu'il avait peur du tonnerre. « Je ne pars plus », ai-je murmuré. « Je te le promets. » Et c'est là que l'infirmière est entrée, tenant une enveloppe scellée qu'elle a dit être destinée à moi. L'infirmière est entrée doucement dans la pièce, les semelles de ses chaussures ne faisant presque aucun bruit sur le sol poli. Elle a tendu une petite enveloppe, pliée sur les bords, légèrement tordue comme si elle avait été pliée et dépliée une 12aine de fois avant de me parvenir. Mon nom était écrit dessus dans une écriture que je reconnaissais n'importe où,
celle de Marcus. Il nous a dit de te la donner. Si quelque chose arrivait, a-t-elle dit doucement. Il nous a fait promettre. Je n'ai pas parlé. J'ai juste hoché la tête à peine, et j'ai tendu la main vers l'enveloppe, avec des mains qui semblaient plus lourdes qu'elles n'auraient dû l'être. Au moment où mes doigts ont touché le papier, quelque chose s'est resserré dans ma poitrine, comme un nœud qui attendait des années pour se fermer. Elle a quitté la pièce, et j'étais de nouveau seul. Seul avec une lettre de mon fils que je n'étais pas sûr d'avoir le courage d'ouvrir. Je me suis assis à côté de son lit, fixant l'enveloppe posée sur mes genoux. Mon pouce a effleuré le pli au dos. L'air dans la pièce s'était calmé, silencieux, mais pas paisible, plutôt comme ce calme avant une tempête, quand le ciel devient gris et que les arbres s'arrêtent de bouger. Une centaine de souvenirs ont surgi en même temps. Des lettres que je ne lui ai jamais envoyées pendant mon déploiement. Des anniversaires que j'ai manqués. Des bulletins scolaires que je n'ai pas accrochés au frigo. La fois où il m'a demandé pourquoi je devais toujours partir juste après les fêtes. Mais cette lettre, celle-ci n'était pas un souvenir. Celle-ci était réelle. Et elle venait d'un garçon allongé à 3 pieds de moi, respirant à peine à travers des tubes et des fils. J'ai déchiré le rabat lentement, comme si l'ouvrir trop vite pouvait faire disparaître les mots. À l'intérieur, une seule feuille de papier pliée en 3, sans fioriture, juste la vérité. Je l'ai ouverte et j'ai commencé à lire. « Papa, si tu lis ceci, alors quelque chose s'est mal passé. Je ne sais pas si je dors, ou si je suis parti, ou simplement incapable de parler. Mais de toute façon, tu tiens ceci. Alors voilà. » Ma gorge s'est serrée. Les mots étaient râpeux, un peu irréguliers. Il devait avoir écrit ceci de son lit d'hôpital. Peut-être entre des procédures, peut-être juste après s'être réveillé d'une, mais il n'y avait aucune hésitation dans son ton. Juste de l'honnêteté. Tout d'abord, ne te blâme pas. Tu voudras le faire. Tu le fais toujours. Mais ce n'est pas ta faute. J'ai besoin que tu saches que je te voyais même quand j'étais en colère. Je te voyais toujours. J'ai cligné des yeux forts. Les bords de la page ont flouté pendant 1 seconde, et j'ai dû respirer lentement, juste pour ne pas craquer là. Je sais que tu pensais que je te détestais parce que tu étais absent, que je ne comprenais pas pourquoi tu avais toujours choisi la marine. Et oui, je l'ai fait. Pendant longtemps, j'ai cru que tu avais choisi la mer plutôt que moi, mais je ne suis pas arrivé à ça tout seul. J'ai fait une pause, sachant déjà quel nom allait venir. Maman, elle disait des choses, beaucoup de choses. Elle me disait que tu ne voulais pas vraiment revenir. Elle disait que tu aimais être un héros plus qu'un père. Quand j'étais petit, je la croyais parce qu'elle était toujours là et pas toi. Et j'étais en colère. Tellement en colère. J'ai avalé difficilement. Je l'ai senti jusqu'au fond de mon estomac. Mais en vieillissant, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai vu la façon dont elle utilisait ton nom quand elle voulait de l'argent. J'ai vu comment elle transformait ton absence en son pouvoir. Elle me disait que tu étais froid, que tu n'appelais jamais. Mais je me souviens de tes tentatives. Je me souviens des lettres que tu envoyais, même celles qu'elle cachait. J'en ai trouvé une dans son placard une fois, rangée dans un vieux sac à main. Elle ne me l'a jamais donnée. J'ai serré la page plus fort. Je me souviens de cette lettre. Noël, il y a 4 ans. Je l'avais postée depuis Guam. J'avais mis mon cœur dans chaque mot. Jamais de réponse. L'année dernière, j'ai découvert l'une de ses liaisons. Elle sortait avec un type qui possédait le bar où elle allait toujours. Je l'ai confrontée. Elle m'a dit que j'étais paranoïaque. Elle a dit que tu me manipulais.
Elle a dit que tu m'avais empoisonné contre elle. Mais elle ne pouvait plus mentir aussi bien qu'avant. Je l'avais enfin vue, vu qui elle était vraiment, et j'ai commencé à te voir différemment aussi. Cette phrase m'a fait me pencher en arrière sur la chaise, laisser le papier reposer sur ma poitrine pendant un moment. Les bips des moniteurs rythmèrent en mon cœur. Régulier, bas, mais pas calme. Tu n'étais jamais parfait, mais tu as toujours essayé. Et je ne l'ai jamais dit, parce que la fierté est une chose stupide. Mais je suis fier de toi. Je l'ai toujours été. Tu as servi ton pays. Tu n'as jamais arrêté de vérifier. Même quand j'ignorais tes appels, tu payais tout ce dont j'avais besoin. Même quand je disais que je ne voulais pas de ton argent, tu continuais à te présenter et j'étais juste trop en colère pour dire merci. À ce stade, ma main tremblait. Des larmes ont commencé à couler, douces et silencieuses. Pas de drame, pas de bruit, juste le genre de chagrin qui s'installe au plus profond des os. Si je ne m'en sors pas, ne pleure pas pour moi, s'il te plaît. J'ai eu la chance de connaître la vérité avant la fin. C'est plus que beaucoup de gens n'en ont. Mais s'il te plaît, bats-toi. Ne la laisse pas gagner. Pas seulement pour moi, pour toi. Tu mérites la paix, papa. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Je t'aime, Marcus. J'ai plié le papier lentement. Je l'ai pressé contre ma poitrine, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai tout laissé sortir. Les larmes coulaient sur mon visage comme l'eau d'un barrage, qui se fissurait enfin. Je n'ai pas essayé de me retenir. Je n'ai pas essayé d'être fort. Il n'y avait pas d'audience ici, pas de grade à maintenir, pas d'uniforme à redresser, juste moi et mon fils et la lettre qu'il avait laissée. Je me suis penché près de lui, toujours inconscient, respirant toujours avec de l'aide, et j'ai murmuré dans le silence « J'aurais dû rentrer plus tôt. J'aurais dû me battre plus fort pour toi. Mais je suis là maintenant, mon fils. Je ne pars plus jamais. » Je suis resté ainsi un moment, ma main dans la sienne, la lettre encore chaude contre ma poitrine. Jusqu'à ce qu'un jour, depuis le couloir, j'entende une voix que je connaissais trop bien. Aiguë, prétentieuse, stridente d'indignation, Zélina. Et elle n'était pas seule. Il y avait une autre voix à côté de la sienne, une voix qui me retournait l'estomac. Sa voix traversait le couloir stérile comme une lame à travers du verre. Clic, clic, clic. Chaque pas des talons aiguilles de Zélina résonnait sur le carrelage poli, rapide et aiguisé, comme si elle voulait que chaque pas annonce son arrivée. Les infirmières à la station des soins intensifs se sont déplacées inconfortablement, jetant un coup d'œil les unes aux autres. Et puis, elle est apparue. Lèvres rouges, boucle parfaite, fausse tristesse. Derrière elle traînait un homme dans un costume rayé impeccable et des chaussures brillantes, sa mallette se balançant comme une arme. « C'est scandaleux », a aboyé Zélina. « Comprenez-vous ce que signifie un gel de compte illégal ? Je suis sa femme et j'exige de voir mon beau-fils immédiatement. » Elle n'a même pas jeté un regard à Marcus, pas une seule fois. Sa performance entière était pour le public. Je me suis levé lentement de la chaise, lissant les manches de ma veste. Pas de hâte, pas de colère, juste du calcul. Je suis sorti dans le couloir, laissant la porte se refermer doucement derrière moi. Sa voix a vacillé dès qu'elle m'a vu. J'ai hoché la tête vers l'homme à côté d'elle. « Tobias Lane », ai-je dit calmement, en lui tendant la main. « Toujours chez Parson Keene, je vois. » L'avocat a cligné des yeux. Sa main s'est figée à mi-chemin, prise entre professionnalisme et confusion. « Colonel Omari Bennett. »« Retraité maintenant, ai-je répondu calmement.
Mais oui, nous nous sommes rencontrés. Je crois que votre cabinet représentait le premier sergent Tyrone Banks dans son affaire de garde en 2008. J'étais la partie adverse. Zelina s'est tournée vers Tobias, son visage se contractant. « Tu le connais ?»« Je connais de lui », a murmuré Tobias, regrettant déjà de s'être associé. « Eh bien, tant mieux », a-t-elle claqué, se remettant rapidement. « Alors tu sauras qu'il a dépassé les bornes. Il a gelé mon accès à tout. Mon compte joint, la carte de crédit, même le GoFundMe de Marcus, et je veux que ce soit annulé ce soir. » Tobias s'est redressé la cravate, incertain de quel feu éteindre en premier. Je n'ai pas bougé, j'ai juste tendu la main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai sorti une enveloppe scellée. « Avant de t'embarrasser davantage, » ai-je dit doucement, « tu voudras peut-être examiner ceci. » Tobias a pris l'enveloppe avec hésitation. Je l'avais fait notarier moi-même il y a seulement 2 semaines. Je l'ai regardé déplier les papiers. J'ai vu ses yeux parcourir la page. J'ai vu sa respiration ralentir. Zelina s'est penchée. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» Tobias s'est raclé la gorge. Ce sont les directives médicales mises à jour de Marcus. Je n'ai rien dit. Laissez les mots se déposer comme la poussière dans la pièce, daté il y a exactement 14 jours, a ajouté Tobias, la voix plus prudente maintenant. Signé, notarié. Il me nomme comme son unique mandataire médical. La bouche de Zelena s'est ouverte. C'est un mensonge, a-t-elle craché. Il n'était pas assez bien pour prendre des décisions il y a 2 semaines. Il était sous médication. Il était confus. Il ne se souvenait même pas de mon anniversaire. J'ai gardé mon ton égal. Il était lucide et clair. J'étais là. Et il y avait aussi le notaire, le médecin traitant et l'assistante sociale qui lui a demandé 2 fois s'il était contraint. « Ce papier ne signifie rien », a-t-elle hurlé. « Tu le manipules comme tu as manipulé tout le monde quand il était enfant. » Tobias tenait le document un peu plus loin d'elle maintenant, comme s'il pouvait le brûler. « Il a déposé ceci », a-t-il dit prudemment après sa dernière visite aux urgences, juste après la 2e admission aux soins intensifs. « Zelina, savais-tu qu'il avait demandé une consultation privée avec le service juridique de l'hôpital ?» Elle a cligné des yeux, et pour la première fois cette nuit-là, je l'ai vu. De la panique, pas de la rage, pas du chagrin, de la panique. Je me suis rapproché juste assez pour qu'elle m'entende par-dessus le silence qui se tendait autour de nous. Marcus savait qui tu étais et ce que tu essaierais. C'est pourquoi il m'a laissé sa voix. Elle a poussé un rire amer, trop aigu, trop forcé. « Oh, tu penses que tu as gagné ? Tu penses que c'est fini parce que tu as un bout de papier ? Je vais porter ça au tribunal si vite que tu ne sauras pas ce qui t'a frappé. » Je n'ai pas bronché. « Fais-le, » ai-je dit doucement. « Amène-moi au tribunal. Étire ça publiquement parce qu'à chaque fois que tu parles, plus de vérité sort et je n'ai pas peur de ton bruit, Zelena. Plus maintenant. » Ses yeux ont glissé vers le poste des infirmières où 3 membres du personnel faisaient semblant de ne pas regarder. « Tu mens depuis des années, » ai-je ajouté, sans élever la voix. « Tu as eu toutes les chances de l'aimer, de prendre soin de lui, mais tu as choisi le luxe plutôt que la loyauté. Et maintenant, je me suis reculé. Tu feras face au silence que tu as mérité. » Elle m'a regardé, la mâchoire serrée, le visage rougeau. « Je veux le voir, » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je mérite de le voir. » J'ai secoué la tête lentement. « Pas ce soir. Pas sous ma garde. » Zelena s'est tournée vers Tobias.
Dis quelque chose. Fais quelque chose. Mais Tobias reculait déjà, rangeant les papiers dans leur enveloppe comme s'ils pouvaient le mordre. Légalement, a-t-il murmuré. Monsieur Bennett a le contrôle maintenant. Je vous recommande de respecter cela. Lâcheur, a-t-elle sifflé. Il n'a pas répondu. Il a juste ajusté sa mallette et s'est détourné. Zelena est restée figée une seconde, tremblant de fureur. Puis elle a fait un tour sur elle-même, ses chaussures crissant sur le linoléum alors qu'elle s'éloignait dans le couloir. Tobias l'a suivie à une distance de sécurité, n'osant pas dire un mot. Le couloir a exhalé. La tension s'est amenuisée. Les infirmières ont repris leurs tâches. Les bips provenant de la chambre de Marcus sont restés constants, inchangés. Je me suis appuyé contre le mur, l'adrénaline s'évaporant lentement de mes membres. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais fatigué, mais c'était une fatigue propre, comme déposer enfin un poids que je n'étais pas censé porter seul. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Marcus était toujours allongé là, silencieux, immobile. Mais il n'était plus seul. Il m'avait donné sa voix, et je n'allais pas la gaspiller. Je me suis rassis sur la chaise devant sa porte, pliant soigneusement l'enveloppe et la glissant dans ma poche. Les infirmières passaient avec de discrets hochements de tête. La nuit s'étirait. La paix pour l'instant. Mais cette paix s'est brisée le lendemain matin, quand un policier est arrivé tenant le téléphone de Marcus, et quelque chose à l'intérieur a tout changé. Apparemment, l'officier était jeune, mais ses yeux portaient le genre de poids qui vient de voir trop tôt. Je l'ai repéré alors que je sortais dans le hall de l'hôpital ce matin-là, toujours portant le même manteau que la nuit dernière, les mains au fond de mes poches, le sommeil me touchant à peine. Il se tenait près de la réception, scrutant la foule comme s'il cherchait quelqu'un de spécifique. Quand nos regards se sont croisés, il a hoché la tête une fois, calmement, respectueusement. « Monsieur Bennett, c'est moi. » Il s'est avancé et a tendu un petit sac à preuves scellé hermétiquement. À l'intérieur se trouvait un téléphone noir, fissuré au coin, mais toujours intact. Je l'ai reconnu instantanément. Je l'ai trouvé tôt ce matin. Un gardien l'a rendu. Il a dit qu'il était près du quai et derrière le Yacht Club, à environ 1 mile d'ici. Il semble qu'il ait été jeté dans des buissons. Il s'est arrêté en attendant ma réaction. Je n'ai pas. Il a continué. Il n'y avait pas de verrouillage par code. Nous avons scanné le contenu et n'avons rien trouvé d'illégal. Mais il y a un fichier vidéo marqué « Ne pas supprimer ». Nous avons pensé que c'était personnel. J'ai hoché la tête une fois lentement. Merci. Il m'a tendu une planchette. Formulaire de chaîne de confiance standard. J'ai signé, appuyant assez fort pour laisser une empreinte à travers le papier. L'officier a donné un petit signe de tête. Si vous trouvez quelque chose que vous pensez que nous devrions voir, ai-je dit, me détournant déjà. Je ne suis pas retourné dans la chambre de Marcus. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai passé le kiosque à café, traversé le couloir bordé de peintures à l'huile et de plaques de donateurs, jusqu'à trouver la petite porte en bois marquée « Chapelle ». Je l'avais passée une douzaine de fois au fil des ans, toujours vide, toujours silencieuse. À l'intérieur, l'air était calme et sombre, éclairé uniquement par des appliques douces et la pâle lumière bleue d'un vitrail. Je me suis assis dans la 3e rangée en partant de devant, loin du courant d'air, loin de la vue. J'ai sorti le téléphone du sac et j'ai fait glisser mon pouce sur l'écran. Toujours 23% de batterie. J'ai fait défiler les déchets habituels. Fils de discussion, messages vocaux, une liste de lecture musicale appelée « Better Days ». Puis, je l'ai vu.
Une seule vidéo intitulée en majuscule « Ne pas supprimer pour papa ». Je n'ai pas respiré, j'ai juste tapé. L'écran a changé et la vidéo a commencé. Au début, il n'y avait que de la statique, puis son visage. Marcus. Il était assis sur le bord d'un lit dans ce qui ressemblait à une chambre d'amis. Lumière pâle, drap défait, ombre sous ses yeux. Il avait l'air plus maigre que je ne m'en souvenais, amaigri. Mais ses yeux, ils étaient fixes. « Salut, papa », a-t-il dit, la voix, mais claire. « Si tu regardes ceci, c'est que quelque chose s'est mal passé. » J'ai serré la banquette. Il a poussé un lent soupir. Je ne savais pas comment le dire en face. Peut-être que j'avais honte, peut-être que j'avais peur. Mais je ne voulais pas mourir sans dire la vérité. Sans te dire la vérité. Il a tendu la main hors de l'écran et a posé un petit stylo à insuline, le tapotant 2 fois avec son doigt. Cette femme, Zelena, elle a dit au médecin que j'avais raté mes doses parce que j'étais distrait. Dit que je les avais sautées exprès. Mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu au téléphone rire, disant qu'elle avait vidé ma carte. Elle se vantait que mes nouveaux médicaments coûtaient plus cher que son forfait croisière et que ça n'avait pas d'importance parce qu'elle disait « Il a le jean têtu de son papa. Laissons la nature faire le reste. » J'ai regardé l'écran, mon cœur battant, chaque cellule de mon corps brûlant. Marcus a dégluti. Elle m'a dit que tu étais parti, que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi. Je l'ai cru pendant des années. Elle disait que tu avais honte de moi, de mon corps, de ma santé, de ma douceur. Je l'ai laissé se faufiler entre nous. Ses yeux ont vacillé. J'étais un lâche, papa. Je l'ai laissé écrire l'histoire, et je ne savais pas comment l'arrêter. Il s'est penché en arrière. La pièce derrière lui s'est légèrement floutée, mais la douleur sur son visage était vive. Mais j'ai vu ta lettre, l'ancienne, celle que tu as écrite quand j'avais 12 ans. Elle était cachée dans son bureau. Tu n'es jamais parti. Tu n'as jamais arrêté d'écrire. Elle ne me les a juste jamais donnés. Je ne pouvais pas respirer. Mes jointures étaient devenues blanches autour du téléphone. Marcus a hoché la tête une fois comme s'il avait besoin de se rappeler de continuer. Alors si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas juste mon corps qui abandonne. C'est elle qui me pousse vers le bord. Un mensonge à la fois. Il a regardé droit dans l'objectif. Dis-leur ce qu'elle a fait, papa. Ne la laisse pas le réécrire à nouveau. Fais le bien pour moi, pour quelqu'un d'autre qui pourrait être coincé comme je l'étais. Il y a eu une pause, puis doucement. Je t'aime. Je n'ai jamais arrêté. L'écran est devenu noir. Je n'ai pas bougé. Pas tout de suite, pas pendant un long moment. La chapelle était toujours à l'extérieur. Le léger bourdonnement des haut-parleurs m'a rappelé que j'étais toujours dans un hôpital, toujours au milieu d'une guerre qui ne faisait que commencer. J'ai regardé la vidéo à nouveau, puis encore, 3 fois au total. À la fin de la 3e, j'avais mémorisé chaque clignement, chaque tremblement dans sa voix, chaque moment de silence où il hésitait avant de parler. J'ai téléchargé le fichier dans mon dossier cloud sécurisé, les crypté 2 fois et les sauvegardé sur une clé USB que je gardais dans mon manteau. Puis j'ai verrouillé le téléphone et l'ai remis dans la poche intérieure de ma veste. Je suis resté en silence un moment plus longtemps, regardant le vitrail, maintenant doré, avec la lumière du matin qui le traversait, et puis j'ai murmuré calmement et doucement. Tu n'es pas mort en silence, mon fils. Je m'assurerai qu'ils t'entendent tous maintenant. Ma main reposait sur mon genou alors que je me levais.
J'ai poussé doucement la porte de la chapelle, m'attendant à ce que le couloir silencieux à l'extérieur soit tel que je l'avais laissé. Mais ce n'était pas le cas, car juste là, près des distributeurs automatiques, près du corridor principal, se tenait Zélina, les cheveux bouclés, le maquillage frais, un chemisier couleur crème qui criait « Designer ». Et dans sa main, un microphone. Elle était en plein rire, les lèvres peintes en vif, faisant face à une équipe de télévision locale. Sa voix retentissait alors qu'elle parlait assez fort pour que quiconque passe l'entende. « Je veux juste que le monde sache », a-t-elle dit gentiment. Mon mari était profondément aimé, et quiconque dit le contraire a son propre agenda. J'ai arrêté de marcher, j'ai regardé. Le caméraman a zoomé. La journaliste a souri. Zélina rayonnait. Et moi, j'ai souri aussi, juste pas pour la même raison. Parce que maintenant j'avais quelque chose qu'elle ne pouvait pas sourire pour résoudre. Mon fils, je n'ai pas arrêté de marcher. Dès que j'ai vu la lumière rouge de la caméra de cette journaliste, et Zélina se couvrant dramatiquement la poitrine comme une veuve de guerre endeuillée, j'ai su exactement à quel jeu elle jouait. Il est apparu de nulle part, a gelé nos comptes, et maintenant mon beau-fils, mon pauvre innocent Marcus, se bat pour sa vie, a-t-elle crié. Sa voix s'est cassée de cette façon fausse et fluette que les gens utilisent quand ils veulent paraître brisés, mais toujours parfaitement apprêtés pour la télévision. La journaliste a hoché la tête, les yeux écarquillés. Et croyez-vous qu'il fait ça pour accéder aux biens de Marcus ? Je crois, a-t-elle reniflé, qu'il ne m'a jamais pardonné de m'être mariée dans cette famille. Il a toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour son fils, et maintenant, il veut se venger. Je suis sorti de la chapelle, juste à temps, pour entendre cette dernière réplique. Sa voix rebondissait sur les carreaux du couloir, comme si elle jouait dans une audition de Broadway, au lieu de parler de mon fils à moitié conscient. Le caméraman a légèrement bougé. Zélina, toujours l'actrice, lui a donné un meilleur angle. « Il déchire cette famille », a-t-elle dit, étouffant un sanglot. « Et il n'arrêtera pas tant qu'il n'y aura plus rien. » L'animateur a incliné la tête avec sympathie. « Avez-vous des preuves ?» Zélina n'a pas manqué une occasion. Elle a levé son téléphone, a fait glisser et l'a tourné vers la caméra. Une photo a rempli l'écran. Moi, la mâchoire serrée, les yeux plissés en pleine foulée. Le bras de l'infirmière était à peine visible sur le bord du cadre, mais vous ne pouviez pas dire d'après l'angle qu'elle était celle qui venait de m'éloigner de la chambre de Marcus, essayant d'arrêter une scène. Recadré et filtré, je ressemblais à un prédateur. « Il est entré comme s'il possédait l'endroit », a dit Zélina, sa voix montant. « Ce n'est pas un père, c'est un homme avec un agenda. » Je n'ai pas arrêté de marcher. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas cligné des yeux. Mais en passant, la même infirmière d'hier, Sandra, celle qui avait tout vu, s'est penchée de derrière le poste des infirmières et m'a chuchoté juste assez fort pour que je l'entende. « Nous connaissons la vérité, monsieur Bennett. Nous vous soutenons. » J'ai hoché la tête une fois, lentement. C'était suffisant. Zélina a continué sa performance, sa voix devenant de plus en plus forte, essayant de m'entraîner dans la scène. Je n'ai pas mordu. J'ai poussé les doubles portes et me suis dirigé directement vers le garage. Mes pieds bougeaient vite. Mon esprit bougeait plus vite. 20 minutes plus tard, j'étais de retour dans mon appartement. Le silence semblait plus lourd que d'habitude. Je n'ai pas enlevé mon manteau, j'ai juste jeté mes clés sur le comptoir, retiré mes chaussures et ouvert mon ordinateur portable. Il n'y avait qu'une seule personne,
en qui j'avais assez confiance pour cela. Ruti Molen, retraitée de la marine, ancienne officière JAG, maintenant avocate des droits civils, comme un bulldog avec un cœur de fer et une voix qui pouvait faire taire une salle d'audience en 3 phrases ou moins. J'ai cliqué sur son numéro. Elle a sonné 2 fois, puis est venue sa voix, rocailleuse, directe. « Oh Marie, ça fait un bail. »« J'ai quelque chose, » ai-je dit. « Tu en as toujours. » Je n'ai pas perdu de temps. Je lui ai envoyé la vidéo, le message de Marcus, et j'ai joint sa procuration ainsi que le relevé bancaire montrant plus de 8 000 $ retirés de ses comptes cette année seule. Quand la vidéo s'est terminée, elle n'a pas parlé tout de suite. Puis est venue sa voix, plus calme que je ne l'avais jamais entendue. « Oh mon Dieu, j'ai besoin de ton aide, » ai-je dit. Elle essaie de contrôler le récit. Ruti s'est raclé la gorge. Raconter la vraie histoire, mais avec des preuves. À 15 heures, elle avait déjà déposé une injonction gelant tous les retraits non urgents des comptes de Marcus. À 16h15, elle avait contacté un attaché de presse à Justice in Arms, une organisation à but non lucratif pour les vétérans et les familles militaires, pour coordonner une diffusion discrète de la vidéo. Pas d'interview, lui ai-je dit. Pas à mon sujet. Laissez l'histoire se tenir toute seule. Compris, a-t-elle répondu. Mais sache juste que ça va faire du bruit. J'ai expiré et j'ai regardé la photo toujours ouverte sur mon téléphone. Celle que Zelena avait flashée à la télévision. Celle qu'elle pensait me dépeindre comme un danger. L'ironie. Elle avait raison. J'étais dangereux. Mais pas à cause de mon visage. Parce que j'avais la vérité et que je n'avais pas peur de l'utiliser. En soirée, les choses ont commencé à bouger. Au début, ce n'était que quelques reposts. Un petit compte sur Twitter, Justice Watch 757, a partagé la vidéo, avec la légende simplement « C'est Marcus, il mérite mieux ». Puis, elle s'est répandue comme un incendie. Reddit, Facebook, même LinkedIn. En 2 heures, #Justice for Marcus était en tête des tendances. Les gens citèrent ces mots. Un mensonge à la fois. Raconter la vraie histoire. Certains ont même monté en parallèle l'interview de Zelena avec ses larmes de crocodile et des extraits de la confession silencieuse de Marcus. À 20 heures, son son de tragédie familiale était devenu un mème. À 20h45, des journalistes m'appelaient pour avoir mon commentaire. Je n'ai pas répondu. Je me suis assis à ma table de cuisine, les lumières tamisées, une tasse de café noir refroidissant dans ma main. La vidéo jouait à nouveau sur mon ordinateur portable, cette fois avec des sous-titres et une douce musique instrumentale en arrière-plan. Quelqu'un l'avait monté comme un court-métrage, mais il n'avait pas touché à la voix de Marcus. C'était toujours brut, toujours réel. Je me suis assis là, fixant la lueur de l'écran, sentant la marée finalement changer. Les mensonges, ils s'effritaient. Le silence, il disait enfin quelque chose. J'ai murmuré dans la pièce silencieuse à personne d'autre qu'à moi-même. La guerre vient juste de commencer. Puis j'ai posé la tasse, me suis penché en arrière et j'ai croisé les bras sur ma poitrine. Mais j'ai l'armure de la voix de mon fils. Je n'avais pas besoin des projecteurs. J'avais quelque chose de plus fort. La vérité et une très bonne avocate. Le bourdonnement de mon téléphone a rompu le moment. L'identifiant de l'appelant s'est allumé. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Mais le texte est arrivé quelques secondes plus tard. L'avocat de Zelena veut une réunion demain, 9h ans. Il dit que c'est urgent. Médiation. J'ai regardé le message. Médiation?
Non, pas une chance. Je la connaissais trop bien. Ce n'était pas une question de règlement. Quelque chose avait changé. Et j'allais découvrir quoi. Oui. Et le lendemain matin est arrivé avec un froid gris dans l'air, le genre qui faisait transpirer le carreau de la fenêtre. Je n'avais pas beaucoup dormi, pas par nervosité, mais parce que mon esprit se déplaçait comme un soldat lors d'une dernière veille. Focalisé, toujours, en attente. À 8h14 précise, mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé avec un nom que je ne m'attendais pas à voir. Shields Gordon LLP, le cabinet d'avocats de Zelena. Je l'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu, la voix plate. « Omari, je parle. » Un jeune homme à l'autre bout a toussé, sonnant comme s'il était encore nouveau dans le mensonge professionnel. « Monsieur Bennett, nous aimerions demander une réunion. Médiation peut-être pour clarifier quelques malentendus. » « Médiation » ai-je demandé en enfilant déjà mon manteau. « Où » ? Il m'a donné une adresse non loin du centre-ville. Il a dit qu'ils attendaient. Je ne le lui ai pas dit. Je savais déjà que ce n'était pas une question de paix. C'était une question de contrôle. Pourtant, j'y suis allé, pas parce que je voulais entendre ce qu'ils avaient à dire, mais parce que quelque chose dans le timing semblait mis en scène. Au moment où je me suis garé et que je suis entré dans le bâtiment comme le poste de police, j'avais déjà repéré la voiture de patrouille marquée dans le lot arrière. 2 détectives attendaient à la porte vitrée. « Monsieur Bennett ?» a demandé l'un d'eux, tenant un dossier sous son bras. « Nous apprécions votre venue. » Ils ne m'ont pas menotté, n'ont pas aboyé d'ordre, ont juste ouvert la porte et m'ont conduit dans un couloir étroit, bordé de vieux tableaux d'affichage et de linoléum éraflé. J'ai remarqué le nom familier d'une infirmière qui flashait sur un rapport épinglé au mur. Sandra. Elle avait témoigné la nuit dernière. Nous sommes entrés dans une salle de conférence avec plus d'ombre que de soleil. Une cafetière était posée là, intacte, une boîte de mouchoirs à peine utilisée. Et puis ils ont commencé. « Vous n'êtes pas sous enquête. » Le détective principal, Wheeler, a dit « Nous vous appelons comme témoin clé. » L'autre détective, Ramirez, a ouvert le dossier. « Tout d'abord, a-t-elle dit, merci pour cette vidéo. » Elle a tourné l'écran vers moi, montrant l'enregistrement de Marcus. Ils ont fait boucler la partie où il disait qu'elle changeait mes médicaments. Dit que je l'embarrasserais si je ne restais pas calme. Wheeler s'est frotté l'arrière de la nuque. Nous examinions déjà les dossiers médicaux. Il y avait des drapeaux rouges, des irrégularités de facturation, des calendriers de livraison de médicaments qui ne correspondaient pas au protocole, des anomalies d'assurance, mais nous n'avions pas la voix du patient jusqu'à maintenant, a ajouté Ramirez. Puis est venue la liste. Zelena avait vidé la couverture médicale de Marcus, non pas pour un traitement, mais pour des mesures de confort adjonctives qui comprenaient des forfaits spa dans une station balnéaire, des vols privés et des meubles de maison de designer présentés comme un soutien à la mobilité. Elle avait usurpé l'identité de Marcus par téléphone à plusieurs reprises, donnant son consentement pour des prescriptions hors AMM et des dosages modifiés, en particulier des sédatifs. Mais c'était la 3e page qui m'a coupé le souffle. « Mise en danger par négligence », a déclaré Wheeler. Nous avons obtenu les signaux des antennes relais lors du dernier épisode cardiaque où il aurait dû être amené pour une intervention d'urgence. Elle était à 3 heures au large, faisant la fête sur un yacht affrété. Pas de personnel présent à la maison. Pas de réponse aux alertes du système de surveillance à domicile. Ma mâchoire s'est tendue, mais je n'ai rien dit. Ils ont attendu. Je leur ai donné une phrase. Elle a essayé d'effacer mon fils,
ai-je dit doucement. Maintenant, elle sera effacée de sa vie. Wheeler a hoché la tête lentement. C'est ce à quoi ressemble la justice, monsieur. Ils m'ont remercié, m'ont donné une copie des déclarations et ont dit que le mandat était prêt. Je n'ai pas demandé quand il serait signifié, mais je n'avais pas à le faire. À l'heure du déjeuner, j'ai eu ma réponse. Zelena faisait une autre interview en direct, cette fois depuis le jardin de prière de l'hôpital. Même journaliste, même inclinaison de tête répétée. Elle tissait toujours sa toile pour les caméras, pleurant doucement sur le fait d'être dépeinte comme la méchante et que la richesse ne signifie pas que je ne souffre pas. Je me tenais de l'autre côté de la cour avec Ruthie, les bras croisés, regardant à une distance discrète. Puis est venu le moment où 2 officiers se sont approchés à la caméra, calmes mais fermes. « Madame, a dit l'un, vous êtes en état d'arrestation pour fraude médicale et négligence criminelle. » Zelena a cligné des yeux comme si elle n'entendait pas. Puis, elle a ri. « Cela doit être une erreur. »« Vous avez le droit de garder le silence, » a dit l'officier en guidant ses mains derrière son dos. Le microphone était toujours en marche, les caméras tournaient toujours, et Internet a tout capturé. À 16 heures, son visage tordu par l'incrédulité était partout, ses boucles d'oreilles en perles, son faux chagrin, son accent poli, tout cela, maintenant le symbole d'une femme ruinée par la cupidité. Mais je n'ai rien posté, je n'ai rien partagé, je n'ai pas aimé. J'avais d'autres choses à faire. Ce soir-là, je me suis assis avec Ruthie et un juge au centre-ville, une session d'urgence. Elle a présenté tout. Les dossiers médicaux de Marcus, la piste financière, le témoignage vidéo et la procuration notariée d'il y a 2 ans. Elle a même apporté mon dossier militaire, soulignant mon autorisation de longue date, ma discipline et la confiance exprimée de Marcus en moi. Le juge, une femme noire d'une 60aine d'années, n'a pas dit grand-chose au début, a juste parcouru les papiers, ses lunettes à monture argentée glissant sur le pont de son nez. Puis elle a levé les yeux. « Ce garçon vous a fait confiance quand personne d'autre ne l'a fait, » a-t-elle dit. « Et il est clair que vous avez honoré cette confiance. » D'un seul coup de stylo, elle a signé l'ordonnance. Vous êtes par la présente accordé la garde légale complète et toute autorité de décision médicale sur Marcus Bennett, à compter de maintenant. Ruthie a expiré. J'ai juste hoché la tête. L'avocat de Zelena ne s'est pas présenté. Sa comparution sous caution avait été refusée plus tôt dans l'après-midi. La justice n'était pas parfaite. Mais ceci était un début. Alors que je sortais du palais de justice ce soir-là, le vent s'est légèrement levé. L'air semblait plus fin, plus clair. Des journalistes se tenaient près du trottoir, mais je n'ai rien dit. Je suis juste passé, tenant quelque chose dans ma main. La Bible de Marcus. Elle avait été glissée sous l'oreiller de l'hôpital pendant des années, mais maintenant elle était étroitement enveloppée autour de mes anciennes plaques d'identification. Les objectifs des caméras ont zoomé, mais je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas agité la main. J'ai laissé le métal briller sous la lumière de la rue. J'ai laissé le silence parler de lui-même. Et puis je suis monté dans la voiture et je suis retourné à l'hôpital. Il était temps d'aller voir mon fils. Je suis retourné dans la chambre d'hôpital de Marcus. J'ai posé les plaques sur la table de chevet et je me suis assis tranquillement à côté de lui, comme je l'avais fait tous les jours pendant les 2 dernières semaines. Sa respiration était régulière, un rythme doux que j'avais appris à mémoriser comme la cadence d'une marche militaire. Les machines bipaient à un rythme patient, ne se pressant jamais,
ne s'arrêtant jamais. Je me suis penché et j'ai murmuré « Il est temps de revenir, mon fils. » Le soleil commençait juste à se frayer un chemin à travers les stores, peignant le mur en bandes dorées. Un autre jour, un autre matin d'attente, et j'attendais. Chaque jour commençait de la même manière. J'apportais cette petite Bible en cuir qu'il avait l'habitude de porter dans sa poche cargo pendant le bootcamp, celle qu'il avait cornée et soulignée au lycée quand sa foi était brute et forte. Je la plaçais sur la table du plateau, puis j'ai sorti le haut-parleur Bluetooth, des marches militaires d'abord, pas trop fort, juste assez pour réveiller le souvenir. Puis les psaumes. Je les lisais à voix haute, parfois par cœur, parfois en suivant le doigt sur la page. Le psaume 27 était son préféré. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Je parlais aussi, lui racontais la météo, la blague stupide que j'avais entendue au dîner. Comment je me surprenais à crier après les informations encore. J'ai même décrit l'expression sur le visage de l'infirmière quand j'ai essayé de réchauffer des collard greens restants à 6 heures du matin. Elle m'a menacé de me dénoncer à la police du goût. Aucune réponse, mais j'ai continué à parler de toute façon, parce que c'est ce que font les pères. Ils restent même quand c'est silencieux, surtout quand c'est silencieux. 2 semaines se sont passées ainsi. 2 semaines de murmures, de psaumes, de rires forcés comme une réanimation sur un esprit. Et puis mardi, il était un peu plus de 2 heures de l'après-midi. Je venais de finir de lire une lettre du coach de Marcus au lycée, coach Randall. Il avait entendu ce qui s'était passé et avait envoyé une note manuscrite. Il disait que Marcus était l'enfant le plus discipliné qu'il ait jamais entraîné. « Dis-lui que l'équipe garde encore sa photo dans le gymnase », avait écrit le coach. Il dirigeait avec le cœur. En lisant la dernière ligne, « Nous sommes tous avec toi, soldat ». Je l'ai entendu, un son que je n'avais pas entendu depuis des semaines. Un souffle s'est coupé, puis un battement. J'ai regardé en bas. Les paupières de Marcus ont bougé lentement, lourdement, comme soulever des poids sous l'eau. Et puis ses doigts ont tressailli. D'abord l'index, puis le majeur. Je me suis penché, incertain si je l'avais imaginé. « Marcus », ai-je dit, bas mais fermement. Son front s'est légèrement plissé, puis une larme a roulé sur sa joue droite. J'ai tendu la main vers la sienne, et je l'ai senti. Une pression, une légère pression vacillante. Mais c'était réel. C'était le sien. « Tiens bon », ai-je murmuré, me levant rapidement. J'ai appuyé fort sur le bouton d'appel. Les infirmières se sont précipitées comme une vague. L'une a vérifié ses signes vitaux. Une autre a appelé le médecin traitant. Quelqu'un a dit « réactif ». Quelqu'un d'autre a dit « documentez ceci ». Je suis resté là, tenant sa main comme un soldat retrouvé par son unité. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas applaudi. J'ai juste murmuré « C'est ça, mon fils. Je t'ai. Je suis juste là. » Au cours des jours suivants, ces progrès ont été lents mais constants. Pas de réveil dramatique, pas de discours miraculeux. Mais ses yeux suivaient les mouvements. Il clignait des yeux quand on lui demandait, et de temps en temps, si je racontais une mauvaise blague, il esquissait le plus petit sourire. Il ne pouvait pas encore parler, mais son âme était revenue. Et c'était suffisant. À la fin de la 3e semaine, les médecins l'ont transféré dans une clinique de réadaptation spécialisée en ville. Dernier cri, mur lumineux, chien thérapeute se promenant dans les couloirs, le genre d'endroit qui ressemblait plus à une guérison qu'à une punition. J'ai emménagé dans les quartiers d'amis. Je ne l'ai dit à personne. Je voulais être proche. Chaque matin, j'aidais le physiothérapeute à positionner ses membres. Je m'asseyais à côté de l'orthophoniste pendant qu'elle travaillait des questions oui ou non
avec un ensemble d'invites clignotantes. Un clignotement pour oui, 2 pour non. Chaque clignotement ressemblait à du code morse d'un navire naufragé. Et nous écoutions. L'équipe de réadaptation disait que la récupération serait longue, lente, incertaine. Mais j'avais déjà vu des miracles lents, et je me battrais à ses côtés à chaque étape. Pendant ce temps, le jugement de Zelena est venu et est passé. 11 ans en régime de semi-liberté. Je n'ai jamais assisté à l'audience, jamais regardé les reportages. Quand la chaîne locale a essayé de m'appeler pour un commentaire, j'ai dit 4 mots. Ce chapitre est terminé. Ils n'ont plus appelé. Je ne regardais plus en arrière. 2 mois plus tard, Marcus avait retrouvé le contrôle partiel de son bras droit. Sa jambe gauche nécessitait toujours du travail, mais il pouvait s'asseoir avec un soutien. Il apprenait à écrire à nouveau. Juste des notes courtes, tremblantes, mais lisibles. Un matin, je l'ai conduit dans la cour de la clinique en fauteuil roulant. Le ciel était clair, l'air chaud. On pouvait sentir l'herbe fraîchement coupée dans la brise. Il a tapoté son doigt sur l'accoudoir 3 fois. Notre nouveau code pour « Allons-y ». J'ai hoché la tête. Nous sommes montés dans le van et avons roulé vers le nord. Je n'ai pas dit où nous allions. Je n'avais pas à le faire. 2 heures plus tard, nous nous sommes arrêtés dans le petit parc au bord du lac qu'il aimait quand il était garçon. Même parking de gravier, même quai, même silence dans les arbres. J'ai poussé son fauteuil roulant lentement sur le chemin. Nous avons passé la vieille table de pique-nique où nous avions l'habitude de manger des sandwichs au beurre de cacahuètes après la natation. L'eau était calme, pas une ride. Quand nous avons atteint le bord du lac, je me suis arrêté. Le soleil était bas derrière nous, projetant de longues ombres sur les roseaux. Je me suis assis à côté de lui sur le banc et j'ai enlevé ma casquette. Sa casquette, une vieille casquette de l'armée, était légèrement de travers sur sa tête. Je l'ai redressée doucement. « On est arrivé », ai-je dit, en expirant. Il s'est légèrement tourné vers moi, les yeux doux. Puis j'ai tendu la main dans le sac, sorti la Bible, les mêmes plaques d'identification enroulées autour. Je l'ai posée doucement sur ses genoux. Il a regardé en bas pendant un long moment. Puis lentement, il a levé sa main droite et a tapé une fois sur la couverture. C'était suffisant. Plus que suffisant. Nous n'avons pas parlé. Nous n'avions pas besoin de le faire. Nous nous sommes simplement assis dans le silence qui avait autrefois semblé une absence, mais qui maintenant semblait une paix. Le vent soufflait doucement à travers les arbres. Un héron glissait bas sur l'eau. Quelque part derrière nous, une famille riait autour d'un barbecue. Je me suis penché en arrière, les yeux fermés. Je suis parti à la guerre pour protéger mon pays, ai-je dit à voix haute. Plus pour moi-même que pour lui. Mais je suis rentré pour me battre pour l'âme de mon fils. Il n'a pas bougé, mais je savais qu'il avait entendu. J'ai perdu des années, ai-je ajouté doucement. Mais j'ai retrouvé notre lien. Et cette fois, je ne pars pas. Plus jamais. Jamais. Alors que le soleil descendait derrière les arbres, peignant le lac d'or, j'ai senti ses doigts effleurer les miens à nouveau. Une autre pression silencieuse, une autre promesse. Certaines batailles sont bruyantes, d'autres sont silencieuses.